Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Nous restons donc sur la partie anatomie avec cette fois-ci l'étude du système cardiaque. Donc comme vous le savez tous, notre cœur, enfin nous disposons donc d'un cœur qui est un muscle dans l'organisme qui va permettre finalement d'éjecter le sang dans les différentes parties de notre corps. Si on doit décrire le sang, le sang est composé en fait à 45% de globules rouges, d'où la couleur rouge un peu du sang, et dispose également de globules blancs et de plaquettes, mais également de 55% de plasma. Nous allons donc voir un petit peu quels sont les rôles de ces différents constituants du sang. Donc, les globules blancs, tout d'abord. Les globules blancs, bah, ils ont un rôle pour assurer la défense immunitaire de l'organisme contre les virus qui affectent le corps humain. Donc, très important d'avoir donc un certain pourcentage, un certain nombre de globules blancs. Ensuite, on va retrouver les plaquettes, qui sont un petit peu moins connues que les globules blancs et les globules rouges, mais qui sont fondamentales parce que c'est grâce à ces plaquettes que on a de la coagulation dans le corps et ça permet donc de stopper les hémorragies. Par exemple, quand on se coupe, si on n'avait pas de plaquettes, le sang coulerait, donc on se viderait de notre sang. Grâce aux plaquettes, en fait, ça vient un petit peu boucher euh, cette hémorragie et donc l'arrêter. Et enfin, nous retrouvons donc les globules rouges, qui sont des cellules organiques, hein, donc des cellules qui vont être responsables du transport de l'oxygène grâce grâce à une protéine qui s'appelle l'hémoglobine, qui va permettre le transport donc de cet oxygène aux différentes parties du corps, les muscles, etc. Mais également de transporter le gaz carbonique, donc le CO2, qu'on va repousser et qu'on va éjecter dans la nature quand on va souffler, quand on fait un effort, par exemple. Voilà. Donc, voilà pour les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges qui ont un rôle fondamental dans l'équilibre de notre corps. Et on retrouve donc le plasma, comme je vous disais. Le plasma, en fait, principalement, c'est de l'eau qui va permettre de fluidifier la circulation sanguine. Alors, à l'intérieur du plasma, on retrouve quand même des protéines, des enzymes, des anticorps qui vont permettre euh, d'améliorer également les processus de défense immunitaire ou les processus liés à l'effort. Donc, comment se décrit, on va dire, un cœur? Pour le coup, quelle est l'anatomie d'un cœur? Donc, déjà, premièrement, le cœur, c'est tout petit. C'est grosso modo la taille d'un point, quoi. D'un point. Voilà. Donc, ça, c'est petit et ça pèse entre 250 et 300 grammes. Donc, c'est un muscle, je rappelle, c'est un muscle, on l'a vu dans la partie myologie. Donc, on va retrouver, en fait, euh, une première artère. Donc, une artère, c'est là où le sang va arriver sur la partie rouge, donc là, voilà, sur la partie gauche du cœur, hein, parce qu'il faut se dire que le cœur cette partie est à gauche de notre cœur, la partie rouge là. Donc il y a l'artère aorte qui va amener le sang, d'accord, dans le cœur. Voilà. Et le sang oxygéné va arriver ici dans le ventricule gauche. Et ensuite, avec la contraction du cœur, ce sang va être amené dans l'oreillette gauche, là, les petites oreilles, là, on appelle ça l'oreillette gauche, et ça va être expulsé hors du cœur par les veines, ici, les petites veines que vous voyez ici, là, les veines pulmonaires. Voilà. Et ensuite, le sang va partir dans l'organisme pour revenir dans le cœur par l'intermédiaire, donc,
de ce qu'on appelle là, ici les petites veines, les veines caves, qui vont remplir l'oreillette droite, puis l'oreillette, le ventricule, pardon, droit, et à la contraction, le sang qui va être chargé en CO2, en gaz carbonique, ou avec les différents déchets, va être expulsé du cœur par l'artère pulmonaire en direction des poumons. Voilà un petit peu l'anatomie simplifiée d'un cœur humain. Donc, maintenant, concrètement parlant, quels sont les mécanismes du fonctionnement de la circulation sanguine? Alors, on va retrouver deux types de circulation sanguine. La petite circulation sanguine, qui va être la circulation qui va s'effectuer entre les poumons et le cœur, et la grande circulation qui va s'effectuer entre le cœur et tout l'organisme du corps humain. Donc là, vous voyez sur le schéma ici les poumons. Donc on va avoir, pour faire assez simple, des veines qui vont être à proximité des poumons. Donc quand on va inspirer, en fait, quand on va inspirer, on va venir recharger notre corps, on va faire rentrer de l'oxygène dans notre corps. Et donc, par l'intermédiaire donc des poumons. Et l'oxygène qu'il y a dans les poumons va passer dans la circulation sanguine, la petite circulation sanguine, par des veines, et elle va être amenée, donc l'oxygène va être amené, donc à l'intérieur donc de la partie gauche du cœur, et quand il va y avoir un battement du cœur, ce sang riche en oxygène va être projeté dans les veines et dans toute la grande circulation qui va venir alimenter les différentes parties de l'organisme, le cerveau, les muscles, etc. Car ces muscles, ces organes vont avoir besoin de l'oxygène pour fonctionner. Mais une fois qu'ils ont fonctionné, ils vont créer des déchets. Donc, ce qu'on appelle le CO2, le gaz carbonique notamment, ou le lactate quand on fait un effort violent. Et donc, ces déchets vont être ramenés dans les différentes veines. Donc, le sang qui est riche en oxygène avant d'arriver dans les différents muscles va repartir des muscles, en fait, pauvres en oxygène, mais par contre riche en déchets, notamment le CO2. Donc, c'est la partie bleue ici du corps humain. Donc, ce sang qui est riche en CO2, en gaz carbonique, va être ramené dans le cœur. Et le cœur droit cette fois-ci. Et ce gaz carbonique va être expulsé vers les poumons via la petite circulation sanguine. Et donc, quand ce gaz carbonique arrive proche des poumons, il rentre dans les poumons et on va l'expulser hors de l'organisme par l'expiration. On expire, on va sortir de notre corps humain le CO2. Voilà le principe de la circulation sanguine. Donc, si je résume, l'oxygène va rentrer dans les poumons vont amener l'oxygène dans la petite circulation sanguine, donc dans les veines, qui vont amener ce sang riche en oxygène dans le cœur gauche. Le cœur gauche va renvoyer ce sang riche en oxygène vers les muscles, le cerveau, donc vers l'organisme du corps humain. Et les muscles vont utiliser l'oxygène pour fonctionner, pour se contracter, etc., etc. Et donc après, ces muscles vont amener des déchets, le CO2, le gaz carbonique, qui va être renvoyé dans la circulation, donc ce qu'on appelle le retour veineux. Et ce retour veineux va être ramené au niveau du cœur, et donc le cœur va renvoyer ce sang riche en déchets, d'accord, vers les poumons pour que ça rentre dans les poumons et que ça sorte de l'organisme en expirant. Voilà. Donc en fait, c'est fondamental parce que quand on fait du sport, quand on parle
de récupérer après une grosse séance, l'objectif, c'est tout simplement d'améliorer cette partie-là, la partie bleue, d'accord, du schéma, pour pouvoir éliminer le plus rapidement possible les déchets. C'est pour ça qu'on utilise différentes méthodes, de la récupération active, du travail avec de la pressothérapie, donc des bottes de compression, des massages de récupération drainants qui vont amener le sang plus rapidement au cœur pour pouvoir bien récupérer. Voilà. Sur ce schéma, c'est exactement ce que j'ai expliqué à l'instant, dit de manière complètement différente. En rouge, donc le sang riche en oxygène, il passe après dans l'organisme. Il s'appauvrit donc en oxygène, mais il se remplit de CO2 et ce CO2 va être expulsé par l'expiration. Voilà le mécanisme de la circulation sanguine. Quand on parle maintenant de système cardiaque, de mécanisme cardiaque, on évoque également la contraction cardiaque. Bah, qu'est-ce que c'est la contraction cardiaque, ou du moins comment le muscle du cœur va se contracter? En fait, il va se contracter de manière autonome. On va pas réfléchir pour dire je vais contracter mon cœur de manière générale. Ça se fait automatiquement si vous préférez. Donc, à l'intérieur du cœur, on a ce qu'on appelle le nœud sinusal. Et le nœud sinusal, en fait, c'est ce, comment dirais-je, cette, euh, cette cellule, pardon, ouais, c'est parce que c'est une cellule, c'est cette cellule qui va propager une onde de choc qui va entraîner la contraction cardiaque, en fait. Donc, le nœud sinusal, le mécanisme précis, ici, le nœud sinusal va propager une onde, donc, dans le cœur, et qu'est-ce que ça va se passer? Il va y avoir une contraction des oreillettes, d'accord? Et derrière, automatiquement, il va y avoir une propagation donc, du sang, soit vers l'organisme, soit vers les poumons pour que ça puisse circuler de manière continue dans le corps humain. Quand on parle de fréquence cardiaque, également, on parle de sport. Donc, il va être important nous, au niveau sportif, de comprendre ce que c'est la fréquence cardiaque. Bah, la fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements du cœur en une minute. On parle souvent de BPM, battements par minute. On sait que chez l'adulte sédentaire, l'ordre moyen du cœur, enfin du battement du cœur, va être de 75 BPM. Donc 75 battements par minute ou pulsations par minute. Voilà. Et cet ordre moyen peut descendre à 35-40 battements par minute pour des sportifs spécialistes d'endurance. Voilà. Comment on fait pour déterminer cette fréquence cardiaque? Maximale, parce qu'il y a une fréquence cardiaque de repos, on vient de l'évoquer, mais on a également une fréquence cardiaque maximum quand on fait un effort. La fréquence cardiaque maximale, on peut la définir de manière théorique en utilisant l'équation suivante. On va faire 220 moins l'âge que vous avez. D'accord? Plus ou moins 10 battements par minute. OK? Donc, par exemple, si j'ai 30 ans, je vais faire 220 moins 30, ce qui va me donner 190 battements par minute en termes de fréquence cardiaque maximale. Voilà. Comme j'ai dit, il peut y avoir une variation de plus ou moins 10 battements par minute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la fréquence cardiaque. Maintenant, comment on peut utiliser la fréquence cardiaque dans l'entraînement ou à quoi ça va servir? Eh ben, ça va permettre de quantifier et de contrôler la charge de l'entraînement. Voilà. En effet, là, on va prendre l'exemple un peu du travail aérobie, donc d'endurance.
La plupart du temps, on raisonne donc en pourcentage de la VMA, 100% de la VMA, etc. Je vous renvoie à la vidéo sur la VMA, mais on peut aussi également travailler en fonction de la fréquence cardiaque maximale si on a une montre cardio-fréquence-mètre. Voilà. Ça nécessite de faire un test VMA et donc à la fin du test VMA de relever à combien de pulsations par minute je suis monté après un test d'effort maximal, donc un test VMA. Voilà. Et là, on a notre fréquence cardiaque max qui sera peut-être un peu plus précise que que la théorie 220 moins l'âge. Maintenant, c'est exactement pareil que le raisonnement en fonction de la VMA. Et ben, au lieu de raisonner en fonction de la VMA, on va raisonner en pourcentage donc de la fréquence cardiaque max. Et on va avoir différents types de travail qui vont répondre à différents objectifs. Donc, par exemple, si je travaille à 65%, entre 65 et 70% de ma fréquence cardiaque maximale, d'accord? Et ben, ça, c'est l'équivalent, si vous préférez, de travailler à 50-55% de votre VMA. D'accord? C'est la même chose. Donc, on est sur des efforts de 20 à 30 minutes en moyenne, d'accord? À des allures, comme on l'a dit, très faibles, du coup. Donc, c'est typiquement l'échauffement, le footing d'échauffement, la récupération active après, le petit footing de récupération qu'on fait après une grosse séance, etc. Ensuite, en travaillant à 71-79% de votre fréquence cardiaque max, eh ben, on va être plutôt sur, on va dire, une reprise un peu plus d'activité et on va avoir une légère amélioration des capacités physiologiques de base. Mais c'est pas énorme. Si on travaille à 80-89% de la fréquence cardiaque max, on va être plutôt sur des efforts donc de longue durée, des courses continues, des courses de fond. D'accord? Et on va commencer à voir apparaître des lactates dans le corps humain. Donc là, on va développer ce qu'on appelle l'endurance aérobie. Après, quand on travaille à 90-97% de la fréquence cardiaque max, on va travailler plutôt sous forme de fractionné, de fartlek. D'accord? Donc, de manière discontinue. Donc là, on va développer l'endurance et la puissance aérobie. Donc la PMA ou la VMA. Quand on va travailler à 98% de la fréquence cardiaque max ou à 100% de la fréquence cardiaque max, on va être pareil sur un travail de fractionné. Donc là, je vous laisserai lire le tableau, hein, d'accord? Avec des intensités, des durées d'effort plus courtes. Et là, on va développer ce qu'on appelle la puissance aérobie. Et enfin, quand on travaille à 100% de la fréquence cardiaque max, on va être sur des intervalles très courts, 10 secondes, 30 secondes, qu'on va répéter plusieurs fois. Et là, on va travailler sur le développement également de la puissance aérobie. Voilà. Donc, en fait, si je travaille à fréquence cardiaque max, ici, tout en bas de mon tableau, c'est l'équivalent de travailler à 100% ou légèrement au-dessus du 100% de la VMA, et ainsi de suite. Donc, en fait, après, derrière, il faut ramener ça, ce pourcentage, en nombre de pulsations par minute en fonction du résultat de votre fréquence cardiaque max. Si j'ai 200 de fréquence cardiaque max, donc 200 battements par minute, si je veux travailler à 50% de ma fréquence cardiaque max, ça fait, faut que je sois à 100 battements par minute et ainsi de suite. Voilà les mécanismes donc du système cardiaque et de l'anatomie du système cardiaque. Je vous souhaite donc une bonne journée et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.